Mardi 7 octobre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce condensé de l'actualité sur votre chaîne panafricaine Iroko Média Télévision. Cette session d'information s'ouvre avec l'actualité africaine. À Kidal, dans le nord du Mali, une nouvelle vague de départ de civils est observée ces derniers jours. Déjà largement vidée de ses habitants après la reprise de la ville par l'armée malienne et les supplétifs russes du groupe Wagner en novembre 2023, Kidal connaît aujourd'hui un exode accru. La rupture de l'accord de paix de 2015 par les autorités de transition a relancé les hostilités avec les rebelles, tandis que les djihadistes du JNIM multiplient aussi les attaques contre des forces maliennes. Depuis 2 mois, les rebelles du Front de libération de l'Azawad, FLA, imposent un blocus autour de la ville, restreignant l'accès aux vivres, aux carburants et aux produits de base. Beaucoup de civils, surtout issus de la communauté Songhai, ont profité des derniers convois escortés par l'armée pour quitter définitivement Kidal. Des sources locales parlent de plusieurs dizaines de familles, tandis que des notables favorables à Bamako évoquent surtout des ouvriers sans travail, notamment dans les chantiers et les sites d'orpaillage paralysés. Malgré le blocus, certains convois de ravitaillement réussissent encore à atteindre la ville et des marchandises arrivent aussi d'Algérie. Mais pour de nombreux Kidalois, la vie est devenue intenable, poussant à un départ massif vers d'autres zones plus sûres. Tension au Madagascar, le président malgache Andry Rajoelina a nommé lundi 6 octobre le général Rufin Fortuna Zafi Sambou au poste de Premier ministre. Relativement inconnu du grand public et absent des listes de favoris, ce militaire, ancien chef de cabinet du président, chef du gouvernement, hérite d'une mission délicate, rétablir l'ordre public et regagner la confiance d'une population marquée par les récentes scènes de pillage. Rajoelina présente son nouveau Premier ministre comme un homme intègre, rapide et à l'écoute, chargé de relever plusieurs défis en seulement 6 mois, à savoir la sécurité, la lutte contre la corruption, l'amélioration de la distribution d'eau et d'électricité et construction de cités universitaires. Le président a averti que des décisions fortes seraient prises si ces objectifs n'étaient pas atteints. Cette nomination suscite toutefois scepticisme et contestation. Le collectif de jeunes Gen Z, rejoint par Transparency International et le principal syndicat du pays, rejette cette nomination jugée de façade. Ils exigent notamment le respect des libertés de manifester et la destitution du président du Sénat. Faute de réponse dans les 48 heures, ils menacent de lancer une grève générale nationale. Autre point dans l'actualité du jour, l'Union européenne et le Maroc ont conclu un accord commercial qui inclut désormais les produits issus du Sahara occidental, territoire en grande partie contrôlé par Rabat, mais toujours revendiqué par le Front Polisario. Ces produits bénéficieront du même traitement douanier préférentiel que ceux du Maroc, à condition d'être clairement étiquetés comme provenant du Sahara occidental, conformément aux exigences de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce compromis intervient après que la Cour ait annulé en 2024 certaines dispositions des accords commerciaux UE-Maroc au motif qu'ils ignoraient le droit de l'autodétermination du peuple sahraoui. L'accord entré en vigueur le 3 octobre reste toutefois soumis à l'approbation du Conseil et du Parlement européen. En Espagne, la décision suscite une forte opposition,
notamment de la part des producteurs de fruits et légumes. La Fédération des exportateurs agricoles estime que l'accord viole la jurisprudence européenne et accentue une concurrence déjà jugée déloyale. En 10 ans, la production espagnole de tomates a reculé de 31%, tandis que les importations marocaines, désormais élargies aux zones du Sahara occidental, ont bondi de 270%. Le secteur de la pêche est également concerné par cette extension. Au-delà des territoires africains, à l'approche de l'hiver, la Russie intensifie ses frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Dans la nuit du 6 au 7 octobre, l'Ukraine affirme avoir intercepté au moins 152 drones et 2 missiles lancés par Moscou. Kharkiv a été particulièrement visée, une vingtaine d'explosions y ont retenti en moins d'une demi-heure, détruisant 2 postes électriques déjà fragilisés par des frappes précédentes. Le maire de la ville prévient que cet hiver pourrait être le plus difficile depuis le début de la guerre, chaque attaque privant des milliers d'habitants d'électricité ou de chauffage. D'autres villes comme Sloviansk, soumis au Poltava, ont aussi été touchées avec des dépôts ferroviaires, postes électriques et bâtiments administratifs endommagés. L'an dernier déjà, l'Ukraine avait perdu près de la moitié de ses capacités énergétiques à la même période et les autorités redoutent une nouvelle campagne visant à plonger le pays dans le noir. De son côté, la Russie affirme avoir repoussé une offensive aérienne ukrainienne massive, annonçant l'interception de 210 drones, dont 25 au-dessus de la mer Noire et plusieurs autres dans les régions frontalières de Kursk et de Belgorod. Des nouvelles de la République française face à la crise politique qui secoue la France. Emmanuel Macron a confié à Sébastien Lecornu la mission de trouver un accord de gouvernement d'ici le 8 octobre. Mais du côté de la gauche, les divergences stratégiques persistent. Les Insoumis prônent la démission du président qu'ils considèrent comme la seule issue crédible à l'impasse actuelle. À l'inverse, le Parti socialiste défend l'idée d'une cohabitation. Olivier Faure estime qu'un gouvernement de gauche sous Macron permettrait de redonner confiance aux Français autour d'un projet de justice sociale et écologique. La dissolution de l'Assemblée, jugée probable, inquiète pourtant la gauche, fragilisée par ses divisions internes. Seule Marine Tondelier, chef des écologistes, appelle à dépasser les querelles et à recréer l'unité en invitant les différents partis à se retrouver dans un cadre neutre. Mais cette main tendue ne séduit pas le PS davantage tourné vers un compromis avec Emmanuel Macron que vers une nouvelle alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Et pour finir, au Moyen-Orient, le premier cycle de négociations entre l'État d'Israël et le Hamas sous médiation égyptienne à Sharm el-Sheikh s'est conclu dans la nuit du lundi au mardi sur une note jugée positive par des médiateurs et des sources proches du Hamas. Ces discussions d'une durée de 4 heures doivent se poursuivre plusieurs jours et portent sur un plan en 20 points proposé par Donald Trump fin septembre. Libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens, retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza et acheminement de l'aide humanitaire. Le président américain s'est dit confiant quant à un accord, affirmant que le Hamas avait accepté des concessions importantes tout en fixant certaines lignes rouges qu'il n'a pas précisées. Si des progrès sont réalisés, les responsables israéliens
et l'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient rejoindront les pourparlers. Sur le terrain, la trêve reste incertaine. Des bombardements israéliens ont encore visé Gaza lundi, causant 19 morts selon les autorités locales, bien que l'intensité des frappes semble avoir diminué. Ce mardi matin, des tirs d'artillerie et des explosions étaient encore signalés alors que la date marquait le deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023, point de départ du conflit actuel. Fin de cette édition. Merci pour votre attention. À très bientôt.